Magazine. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité ce dimanche, Herman Van Rompuy. Bonsoir. Bonsoir. Alors Herman Van Rompuy, vous êtes président du Conseil européen. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce que vos apparitions sont assez rares dans les médias, donc elle est d'autant plus précieuse. Merci aussi au Parlement européen qui nous accueille puisque nous sommes dans le studio du Parlement européen avec les moyens techniques du Conseil européen. Alors, vous êtes belge, Herman Van Rompuy, vous êtes flamand, vous êtes né à Bruxelles. Si je résume en quelques mots votre carrière politique, vous êtes économiste de formation, vous avez été entre autres président du Parti chrétien-démocrate flamand, vous avez été ministre du budget, président de la Chambre des députés, vous avez été Premier ministre avant de devenir donc le 1er janvier 2010 officiellement président du Conseil européen pour 2 ans et demi. Alors pour vous interroger avec moi aujourd'hui, Bruno Darou de Radio France Internationale. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Et Clément Lacombe du journal Le Monde. Bonsoir. Alors, on ne pourra sûrement pas aborder tous les dossiers européens du moment. On va évoquer en tout cas la situation en Libye, où l'Europe en tant que telle est plutôt absente. C'est en tout cas regretté par certains. La question aussi des réfugiés tunisiens et de l'exploitation de ces questions qui tournent autour de l'immigration. On parlera aussi des risques de faillite qui pèsent peut-être sur le Portugal, sur l'Espagne, après la Grèce et l'Irlande, de la fragilité des banques européennes, de l'euro et aussi bien sûr de votre rôle en tant que président du Conseil européen. Alors, un paysage européen qui est très complexe, on va en parler avec vous aussi. Mais d'abord, si vous voulez bien, une sorte de portrait bilan d'Herman Van Rompuy à la tête du Conseil européen avec Guillaume Couder. Ce 19 novembre 2009, la grande famille européenne est réunie pour une journée historique. En vertu du traité de Lisbonne, elle vient de désigner le premier président stable du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Cet ancien Premier ministre belge, conservateur modéré, a créé la surprise. C'est un homme discret. Les 27 l'ont préféré au charismatique Tony Blair. Herman Van Rompuy devient ainsi l'un des personnages clés de l'Europe, en toute modestie. Je n'ai pas sollicité cette haute fonction. Je n'ai entrepris aucune démarche. Mais à partir de ce soir, je l'assume avec conviction, je l'assume avec enthousiasme. Herman Van Rompuy est décrié pour son manque de panache. Il va pourtant s'imposer grâce à ses qualités de négociateur. Car il prend son poste à un moment critique. Ravagée par la crise de la dette publique, la zone euro se déchire. En coulisses, Herman Van Rompuy s'active pour sauver les pays les plus touchés. La Grèce surtout, puis l'Irlande et le Portugal. Sous son impulsion, les États membres surmontent leurs divisions pour mettre en place un fonds de soutien doté de 500 milliards d'euros. Ils s'engagent aussi à faire converger leurs politiques économiques avec le pacte pour l'euro plus. Ce pacte va permettre d'améliorer la coordination économique. Les pays de la zone euro veulent faire plus, aller au-delà des accords et des arrangements qui existent déjà. Très actif dans la crise de l'euro, Herman Van Rompuy paraît plus effacé sur la scène internationale. Son rôle diplomatique reste flou et il lui faut composer avec Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères. Surtout, le président du Conseil européen doit incarner une unité politique fragile. Ainsi, sur le dossier libyen, les États membres étalent une fois encore leur division. D'un côté, la France et la Grande-Bretagne, fer de lance des opérations militaires. De l'autre, l'Allemagne qui refuse de s'engager. Et au milieu, Herman Van Rompuy qui appelle à la cohésion. Il nous est crucial d'agir et de réagir ensemble en tant qu'Union, aujourd'hui et dans les jours et mois prochains. Autre critique adressée au président du Conseil européen, il serait l'homme de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel. Son action aurait renforcé le poids des États face aux institutions européennes et surtout face à la Commission. De plus, Herman Van Rompuy tarde à s'imposer comme l'un des visages de l'Europe. Il reste largement inconnu du grand public, des citoyens qui attendent pourtant de l'Europe qu'elle s'incarne pour mieux défendre ses valeurs.
Alors, Monsieur le Président, on va reparler dans un instant de la crise de l'euro, de la situation du Portugal et aussi, bien sûr, des valeurs défendues par l'Union européenne. Mais d'abord, si vous voulez bien, la Libye. L'intervention militaire a commencé le 19 mars, c'est-à-dire il y a près d'un mois. Tout le monde dit, et vous l'avez dit vous-même, Kadhafi doit partir. Il est toujours là. Alors, j'ai envie de vous demander par quels moyens, comment vous allez obtenir le départ de Kadhafi. D'abord, il faut toujours cerner le rôle du Conseil européen que je préside. Je ne suis pas responsable pour la politique extérieure au jour le jour. Je suis un président d'une importante réunion et qui a déclenché en fait toute l'opération contre Kadhafi et pour la protection des citoyens en Libye. Ça s'est fait le 11 mars. Le 11 mars, sans cette décision du Conseil européen, qu'on emploierait toute action, et qu'on emploierait tous les instruments pour protéger les citoyens et faire sortir Kadhafi, rien n'aurait été possible. Eh bien, on est un mois après, Kadhafi est toujours là, mais très affaibli. Mais c'est une action dont on savait que ça prendrait du temps. Ouais. Mais je crois qu'on doit maintenir la pression militaire, ce qui n'est plus une action de l'Union européenne, c'est une action de l'OTAN. Mais on doit maintenir la pression militaire et on doit agir de sorte qu'il quitte. Et c'est le but. C'est d'ailleurs M. Cameron, Sarkozy et Obama qui l'ont dit dans une tribune publique, et ils ont raison de le dire. Alors justement, Monsieur le Président, pourquoi, à la différence de certains pays, dont des pays européens, pourquoi l'Union européenne ne demande-t-elle pas explicitement le départ du colonel Kadhafi et pourquoi ne reconnaît-elle pas, comme des pays comme la France, les rebelles libyens installés à Benghazi, le Conseil national de transition? Oui, mais vous ne croyez quand même pas qu'en demandant le départ de Kadhafi, il quitte, hein? Ça, c'est un petit peu simple. Donc on doit mener une action militaire. On a choisi pour l'action militaire. On l'a choisi même avec les grands pays et l'Union européenne en tant que telle, le 19 mars, le jour où ont commencé les frappes. Donc il faut mener une action. Et cette action portera des fruits, mais pas immédiatement. Mais quand même, vous citiez vous-même la tribune des trois présidents, oui. Sarkozy, et du Premier ministre britannique, Sarkozy, Cameron, Obama. Ils disent que ça doit être un objectif, le départ du colonel Kadhafi. Pourquoi l'Europe ne le dit pas clairement? On le dit à toute lettre. C'est d'ailleurs dans des communiqués d'autres organisations, le Contact Group et d'autres, que ça ne se dit pas. Mais l'Union européenne l'a dit, Mme Ashton vient de le dire d'ailleurs dans plusieurs réunions. Donc, ça ne dépend pas de nous s'il n'a pas encore quitté. Donc, ça, c'est le but principal. Pourquoi? Parce que le départ de Kadhafi est tout à fait clé pour la protection des civils. On ne peut pas avoir une protection adéquate de la situation de la population s'il n'y a pas le départ du régime de Kadhafien. C'est si simple que ça. Et donc, ça, c'est le but, je le répète, de notre action. Et juste parce que vous ne m'avez pas répondu sur le Conseil national de transition, pourquoi ne pas faire comme la France, notamment, mais elle n'est pas la seule, je crois qu'il y a 3 pays qui ont décidé de reconnaître le Conseil national de transition comme l'autorité légitime désormais du pouvoir en Libye. C'est un interlocuteur important, on l'a dit déjà le 11 mars. Moi, j'ai reçu une délégation de ce pouvoir de transition, personnellement d'ailleurs, le jour même du Conseil européen. Ça serait plutôt mieux si ça se ferait, disons, en groupe, pas en tant que pays individuellement. Donc je crois qu'on a raté une occasion de le faire comme Union européenne. Une fois que certains l'ont fait, il était assez difficile pour d'autres de participer immédiatement. Mais en tout cas, ce qu'on a dit, c'est que c'est un interlocuteur tout à fait valable et qu'il, en fait, incarne les aspirations du peuple libyen. C'est avec ces termes-là qu'on a défini ce genre de pouvoir transitoire. Vous parlez du Conseil national de transition. Oui. Hein, voilà. Clément Lacombe. Pour faire avancer la situation, est-ce que la reprise de bombardement aérien de la part des Américains, est-ce que ce n'est pas indispensable? Oui, on a une action dans le cadre de l'OTAN. Le ministre des Affaires étrangères de l'OTAN ont décidé il y a quelques jours qu'ils seront mis à la disposition de l'OTAN tous les moyens nécessaires et la flexibilité suffisante. Oui, mais Monsieur le Président, on se rend bien compte que les États-Unis, en ce moment, restent un peu en retrait par rapport aux Anglais, aux Français. Est-ce que vous ne regrettez pas cette relative discrétion des États-Unis ?
Il fut un temps où on déplorait que les États-Unis faisaient ça eux-mêmes, sans la collaboration des Européens. Maintenant, les Européens sont dans le lead. Il ne faut pas oublier que les Européens ont convaincu les Américains à voter pour la résolution des Nations Unies. Ce n'était pas acquis d'avance. C'est nous qui avons pris l'initiative pour mener une action en Libye. C'est nous qui avons pris l'initiative de cette résolution dans le cadre des Nations Unies. Les Américains nous ont rejoints, les Américains nous ont aidés et ils nous aideront encore. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils nous laisseraient en plan. Mais donc vous êtes satisfait de l'attitude des États-Unis en ce moment? C'est-à-dire, ce n'est pas dans l'Union européenne qui dirige les opérations, il faut bien le dire. C'est dans le cadre de l'OTAN que ça se fait. Et je crois qu'on pourra compter sur la solidarité américaine, même si les Américains disent eux-mêmes, c'est les Européens qui doivent prendre la responsabilité en premier lieu. On a parlé des Français, des Anglais. Certains regrettent une relative passivité de l'Union européenne en tant que telle. On a évoqué une action à la fois humanitaire et militaire qui s'appellerait Eufor Libye ou Eufor Libya pour aider la population de Misrata où il y a des combats violents encore ces dernières heures. Vous êtes partisan de cette opération européenne Eufor Libya à Misrata? Il faut la faire? Mais l'Union européenne en tant que telle a proposé une telle opération. Mais l'Union européenne a aussi dit, si ça se fait, ça doit se faire à la demande des Nations Unies. On ne fait pas cela de notre propre initiative, ça doit se faire à la demande expresse des Nations Unies. Donc on attend la demande des Nations Unies. Mais vous êtes prêt d'un point de vue l'Union européenne a dit qu'elle est prête, mais, je répète, il faut que ça soit dans un cadre d'un mandat international. Bruno Darroux. Alors, vous disiez, en fait, dans cette affaire, c'est l'Europe, en fait, qui tient le lead, enfin, qui dirige les opérations. Mais enfin, pour être plus précis, donc, c'est effectivement la France et la Grande-Bretagne. Et est-ce qu'au contraire, l'Union européenne, dans cette affaire, ne manifeste pas ces divisions internes au grand jour, quand on voit les fortes réticences de l'Allemagne ou encore tout récemment de l'Italie, qui a refusé de participer au bombardement? C'est votre rôle d'attirer l'attention sur les problèmes. C'est mon rôle aussi d'attirer votre attention sur ce qui est l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est ceci. On a pris le 11 mars, je le répète, la décision de mener une action pour protéger la population libyenne. On a travaillé la main dans la main avec certains États membres qui occupent une place importante au sein du Conseil de sécurité. On a réussi à avoir une résolution du Conseil de sécurité. Suite à cela, les grands pays européens, dont l'Allemagne et l'Union européenne, que je représente avec Mme Ashton, se sont vus à Paris. Le soir même, c'est le commencement des opérations militaires. Le régime Kadhafi était aux portes de Benghazi. Si nous n'avions pas agi de la manière dont on a agi, il y aurait aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de morts. Et ça, c'est l'essentiel de notre action. Au début, parce qu'il n'y a pas que moi qui regrette ces réticences ou ces volontés de ne pas participer plus activement. Mais est-ce qu'on a réussi dans notre mission? Est-ce qu'on a réussi dans notre mission? On a réussi dans notre mission parce qu'on a sauvé des milliers de vies. Non, mais ça, oui. Mais aujourd'hui, Paris et Londres, la France et la Grande-Bretagne, visiblement, s'irritent d'une sorte de passivité d'autres membres de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on s'est tous mis d'accord, non seulement à Paris, mais au Conseil européen suivant, le 24 et le 25, on a donné une nouvelle position, pas une nouvelle position, mais on a réaffirmé notre position par rapport à la Libye, avec les 27 pays. La politique étrangère, savez-vous, c'est toujours du domaine, d'une certaine manière, des États membres. Et donc, on doit toujours rechercher le consensus. Il s'agit ici d'une affaire de vie et de mort, de guerre et de paix. Ça ne se fait pas si facilement. Au sein de l'OTAN, on a eu des problèmes aussi pour mettre tout le monde d'accord. Il y en a encore. Hein. Oui, mais en 1990, et le secrétaire général de l'OTAN vient de le dire, on a mis des mois pour se mettre d'accord. Maintenant, en quelques semaines, pour une opération d'une telle ampleur, d'une telle importance, on s'est mis d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a certaines nuances, un manque d'enthousiasme des uns ou une surexcitation des autres, eh bien, qu'on doit juger en fait une telle opération.
je crois qu'il y a une base suffisante pour mener l'action, une action importante, une action qui a déjà produit des effets tout à fait tangibles pour la population, parce qu'on a sauvé des milliers de gens. Malheureusement, le temps passe très très vite. Je voudrais vous poser une question sur ce qu'on a appelé le printemps arabe. Il va y avoir des élections prochainement en Tunisie et en Égypte, et certains prédisent une progression des partis islamistes. Quel est votre point de vue sur cette question? Est-ce qu'il faut laisser les élections se jouer et puis voir si les islamistes effectivement gagnent du terrain? C'est quelque chose qui vous inquiète ou pas? D'abord, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est quelque chose de tout à fait positif. Nos valeurs, vous parlez de nos valeurs. Nos valeurs sont en train de gagner. Il y a 30 ans, est-ce qu'il y avait une démocratie en Amérique latine? Il n'y avait pratiquement rien. C'était tous des dictatures. En Afrique, il y a une percée, une avancée très très considérable des idéaux démocratiques et un nombre de pays ont accédé à la démocratie. Parfois de manière un peu chaotique, comme on vient de le voir en Côte d'Ivoire. Il y a toujours des cas. Le mouvement général est un mouvement général extrêmement positif. Eh bien, maintenant, il s'avère que dans les pays arabes, la démocratie apparaît ou réapparaît. Donc, en quelque mesure, ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Bien sûr, mais ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut prendre le risque d'une poussée démocratique des islamistes? Mais, c'est-à-dire, la démocratie, c'est la démocratie. Il y a toujours des risques. Mais il faut minimaliser les risques pour, disons, une victoire de l'extrême, des extrémistes. Ça veut dire quoi, minimaliser les risques? Comment on fait? On doit renforcer la société civile avec tous les moyens qu'est l'Union européenne. On le fait même en Bélarus. On doit renforcer, aider aussi financièrement tout ce qui peut représenter la société civile. Dans beaucoup de pays, ça a été détruit par les dictatures. Il faut la recomposer. Il faut bien sûr aider ces pays dans ce qu'on appelle la construction des institutions. Donc il ne faut pas aller trop vite aussi aux élections. Il faut les aider et coopérer avec eux sur le plan économique. Et donc il y a toute une action qu'on peut mener en tant qu'Union européenne. D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes avant la pause. Vous avez évoqué l'Afrique vous-même. Bruno parlait de la Côte d'Ivoire. Il y avait des sanctions que l'Union européenne avait décidées contre l'ancien président Gbagbo. Toutes n'ont pas encore été levées. Est-ce que vous allez lever prochainement? Est-ce que l'Union européenne va lever prochainement les sanctions qui restent? À nouveau, ce n'est pas le président du Conseil européen qui en décide. Vous y êtes favorable, personnellement? C'est le Conseil des ministres qui en décide. Au fur et à mesure, effectivement, que le nouveau président s'installe, eh bien, il n'y a pas lieu d'avoir des sanctions encore. Mais je crois que là aussi, on a aidé, avec l'Union européenne, avec les Nations unies, avec la France, on a aidé à réinstaller la démocratie, ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement positif. Il fut un temps où on aidait des dictatures. Maintenant, on est des démocraties. Il faut le reconnaître. Une question Justement, sur la Côte d'Ivoire, se pose désormais la question du procès de M. Gbagbo. Qui doit le juger? Les autorités ivoiriennes, la Cour pénale internationale? Bon, moi, je n'ai pas encore suffisamment réfléchi au sujet, mais je crois que ça doit être en tout cas un jugement pour lequel on a toutes les garanties de l'indépendance. Et donc, je crois qu'on doit bien réfléchir, mais ça doit être, disons, s'il y a un jugement qui se fait, ça doit être indépendant et d'une façon objective. Bruno Darou. Oui, très rapidement. Donc, vous faisiez allusion au rôle de l'Europe et plus spécifiquement de la France en Côte d'Ivoire dans la résolution de la crise. Donc, pour vous, tout le procès ou le débat qui a eu lieu sur le retour de la France-Afrique, ça n'a pas lieu d'être parce que là, on agit au nom de la démocratie? On a agi avec un mandat des Nations Unies. Ça, je ne dis pas que c'est tout à fait nouveau, mais c'est une garantie pour la légitimité de l'action. Et on a défendu les valeurs démocratiques. D'ailleurs, l'Union européenne a soutenu l'opération pour la réinstallation de la démocratie et du président élu. Ce sont des interventions qui se font au nom de ce principe d'ingérence humanitaire, qui est un principe quand même relativement nouveau dans le droit international. Et parce que ça commence où, ça finit où? Pourquoi on intervient en Côte d'Ivoire, en Libye? Pourquoi on n'intervient pas au Yémen, à Bahreïn? On a travaillé parce qu'il y avait une résolution des Nations Unies. Il faut se mettre d'accord. Il faut bien voir qu'on travaille en Libye, en Côte d'Ivoire, on travaille avec un mandat des Nations Unies. S'il n'y a pas d'accord,
C'est dommage, mais on ne peut pas travailler sans ce mandat. Parce que c'est quand même un concept un peu à géométrie variable. En tout cas, c'est un reproche qui est fait par beaucoup. Oui, mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Parce que certains disent vous n'intervenez là et vous n'intervenez pas là, donc il faut intervenir nulle part. Non. Bon, on restera là pour la première partie. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Les combats continuent en Libye, sur les 2 fronts, comme ici à Misrata, seule ville aux mains des insurgés à l'ouest. Les forces loyales à Mouammar Kadhafi ont bombardé la ville, tuant au moins 6 personnes. Elles utiliseraient aussi des bombes à sous-munitions. Enfin, les forces loyalistes poursuivent le pilonnage également des faubourgs d'Ajdabiya à l'est. Les promesses de Bachar al-Assad n'ont pas convaincu. Au lendemain du discours de leur président promettant l'abrogation de la loi controversée d'urgence, les Syriens sont redescendus dans les rues ce dimanche, jour du 65e anniversaire de l'indépendance. Comme ici, à Damas, hier, des milliers de personnes avaient déjà défilé contre le régime à Deraa, dans le sud, en portant le cercueil d'une des victimes de la répression. Au Yémen, les femmes se succèdent dans les rues à Sanaa. Après les opposantes au régime hier, ce sont aujourd'hui les pro-salés qui défilent dans les rues de la capitale. Mais les anti-salés se font toujours entendre. Ils étaient des dizaines de milliers à manifester dans différentes villes du pays ce dimanche pour réclamer le départ du président yéménite au pouvoir depuis 32 ans. Suite du congrès du Parti communiste cubain, le premier depuis 14 ans. Après la parade militaire pour le 50e anniversaire de la bataille de la baie des Cochons, Raúl Castro a tenu un discours de plus de 2 heures face aux 1000 délégués du parti présent. Le président cubain a reconnu des erreurs dans le passé. Il a promis des mesures économiques destinées à sauver l'île de la faillite. Et enfin, il a promis de limiter à 10 ans la durée des mandats des dirigeants du pays. Une première. Deuxième partie d'International, on retrouve notre invité Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen. Alors on évoquait les combats en Libye, la révolution en Tunisie. Ce sont des événements qui ont provoqué, Monsieur le Président, un afflux de réfugiés, essentiellement en Italie d'ailleurs. L'Italie qui n'en veut pas. Ni les Français, ni les Allemands. L'Italie qui leur donne finalement des visas temporaires. La France qui réinstaure des contrôles à ses propres frontières. On a l'impression que le principe de libre circulation des personnes, qui est un des principes intangibles, fondateurs de l'Union européenne, pour l'instant est vraiment remis en cause en Europe. Vous le regrettez, j'imagine ? Oui, d'abord, il y a bien sûr un mouvement migratoire. Il ne faut pas exagérer à ce stade-ci. Je reconnais le danger si l'instabilité en Libye continue, mais à ce stade-ci, il ne faut pas oublier, par exemple, que pour la Belgique uniquement, on a un afflux d'environ 20 à 25 000 demandeurs d'asile par an les dernières années. Et ce qui s'est passé en Tunisie a provoqué 26 000 demandes en Italie. Oui, mais donc c'est pas un tsunami. Donc je parle d'un petit pays qui doit recevoir autant de demandeurs d'asile. Ça, c'est une première constatation. Une deuxième, c'est que ni l'Italie ni la France, jusqu'à présent, n'ont fait quelque chose d'illégal par rapport à l'acquis européen, l'acquis communautaire. Ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait. Dans ceci étant dit, effectivement, il y a un danger de ne pas respecter l'esprit du traité de Schengen, parce qu'on parle de ça, de la libre circulation dans le cadre de la zone Schengen. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'au Conseil européen de juin, on en délibère, même si nécessaire plus tôt, pas lors d'un Conseil européen, mais d'un Conseil des ministres normal. Mais donc, je crois qu'il y a un danger
de ne pas respecter l'esprit de Schengen. Je crois savoir d'ailleurs que la France et l'Italie en sont tout à fait conscients, parce qu'il y a très prochainement une réunion entre la France et l'Italie. On suit ces choses d'assez près. Bruno et puis Clément. Oui, en disant en fait que la vague d'immigration actuelle n'est pas énorme. À ce stade, n'est pas énorme. En fait, vous reprenez un peu les arguments des pays qui ont dit à l'Italie, en gros, c'est à vous de gérer ça vous-même, parce que cette vague d'immigration n'est pas très très importante, ce qui a provoqué l'exaspération de Rome. C'est cette façon de voir les choses, en fait. Oui. Il y a une solidarité européenne qui se fait d'ailleurs aujourd'hui déjà. Il y a une aide humanitaire sur place dans les régions frontalières. Il y a Frontex, notre agence, qui travaille beaucoup. Il y a d'autres possibilités qu'on a ouvertes pour aider ces pays aussi financièrement, par exemple à Malte, en Grèce. Oui, mais l'Italie on est très présent. L'Italie demandait plus. Il y a la solidarité, disons, physique, pour ainsi dire. Là, cette solidarité-là ne s'est fait pas encore, quoique c'est pas encore tout à fait vrai. Pour Malte, par exemple, il y a l'Allemagne, je crois même savoir aussi d'autres pays qui vont recevoir des gens qui sont qui ont entré Malte, mais d'une façon tout à fait irrégulière, d'ailleurs des Éthiopiens, des Somaliens, des gens de l'Érythrée, et qui vont être repris par l'Allemagne et quelques autres grands pays. Donc il y a une solidarité aussi de fait physique, mais elle est beaucoup plus dure à obtenir que d'autres. Pourquoi ? Parce que tous ces pays-là, la France bien sûr, la Suède, la Belgique, reçoivent déjà pas mal de demandeurs d'asile, comme je viens de vous le dire. Donc c'est un sujet de la solidarité qui est un sujet clé. Elle peut se traduire d'une façon financière, elle peut aussi se traduire d'autres manières. Oui, vous voulez dire quoi ? Que la solidarité finalement du reste de l'Europe avec l'Italie a été suffisante, insuffisante L'Italie se plaint. Il y a bien sûr aussi une campagne électorale qui bat son plein, donc ça joue aussi un rôle dans tout cela. Mais je crois qu'on doit revoir ce problème, disons, d'une façon dans toutes ses proportions, et d'en débattre plus tard. Mais la solidarité financière et logistique est déjà sur place, même pour l'Italie. Mais est-ce que vous comprenez qu'elle se plaigne, l'Italie, ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu déplacé, finalement ? Ce n'est pas en des termes de déplacer ou de justifier. Moi, je vois tout ça dans ses proportions. Mais je crois que l'Italie a un point. Il faut débattre du problème de la solidarité dans tous ses aspects. Oui, parce qu'on parlait des valeurs tout à l'heure de l'Union européenne, mais la libre circulation des personnes, c'est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Sans cette valeur-là, il n'y a plus de liberté à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, votre rôle en tant que président du Conseil européen, c'est peut-être justement de rappeler les États membres à leur responsabilité en la matière. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'illégal qui s'est fait. Et donc, moi, je suis aussi, certainement avec la Commission, le gardien des traités. Mais ceci étant dit, je me répète, pour être tout à fait clair, il y a des dangers, il y a des menaces, il faut y travailler. C'est pour ça que la France et l'Italie se voient aussi, et nous sommes en contact avec eux, et on en discutera au Conseil européen de juin. Mais vous savez bien, Monsieur le Président, que ces questions d'immigration sont au cœur d'un enjeu politique en Europe. Je suis bien placé dessus. Voilà. Je viens d'un pays d'une région où l'extrême droite, à un moment donné, avait 25% des voix. J'allais vous demander comment vous réagissez justement à la progression de l'extrême droite, que ce soit en Flandre, mais aussi aux Pays-Bas, en Hongrie, au Danemark, peut-être ce week-end en Finlande. On peut multiplier les exemples en France, on peut multiplier les exemples au sein de l'Union européenne. Est-ce que ça vous fait peur ? Comment vous réagissez à ce progrès de l'extrême droite et du populisme en Europe ? D'abord, ce n'est pas un mouvement majoritaire. Là aussi, je m'excuse, je suis connu pour mes nuances, mais même en Finlande, les True Finns ne sont pas la majorité de la population. Mais selon les sondages, on est à 16%. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui ne sont pas d'accord. Donc il faut voir tout ça dans toutes ses proportions. Deuxième chose, c'est un phénomène qui est beaucoup plus profond qu'un mouvement politique. C'est un mouvement de société. On vit dans une société
où l'individualisme gagne de plus en plus, il y a un aspect très positif, l'épanouissement des gens, et l'esprit critique et tout ça, mais il y a aussi un individualisme qui peut se traduire en égoïsme. Par un repli. Par un repli, mais ça c'est du point de vue politique, mais aussi d'un point de vue interpersonnel et tout ça. Donc on vit dans un changement de société, un changement de civilisation. Et la politique suit en quelque mesure. La politique est une traduction de ce qui se passe dans la société. Et là, il faut y veiller. Il faut défendre nos valeurs de solidarité, mais aussi il faut bien écouter à ce qui se passe dans la société. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer simplement les valeurs doivent être incarnées, on doit convaincre. Est-ce qu'il veut dire que les partis traditionnels ne jouent pas bien leur rôle ? Eh bien, il y a toujours le danger qu'on court après certaines tendances dans la société. Ça peut être à un moment donné les écologistes, à un autre moment, il se peut qu'il y ait d'autres mouvements qui sont, disons, dans le vent du temps. Et donc, je crois qu'il est très important qu'on garde le cap et qu'on reste à la défense de nos valeurs propres. Face à cette montée des populismes, à cette tentation du repli sur soi, est-ce que l'Europe manque pas de pédagogie, tout simplement, n'explique pas suffisamment que l'Europe, à l'avenir, a besoin d'immigration, tout simplement pour des raisons démographiques, tout simplement en raison du vieillissement de sa population? Oui, mais il y a deux sortes au moins d'immigration. Il y a l'immigration illégale, et là aussi je suis bien placé de le savoir, qu'en tant que Premier ministre, j'ai dû régulariser des dizaines de milliers de gens qui habitaient depuis des années et des années sur notre sol national, qui étaient intégrés, mais qui n'avaient pas de statut. Ils étaient des sans-papiers. Et il y a l'immigration légale. Ce sont deux concepts tout à fait différents. Avec le vieillissement de la population, la première chose qu'on doit faire, c'est de résorber le chômage. Il y a toujours le chômage. 10% de notre population active est chômeur. Deux, il faut mobiliser toutes les forces à l'intérieur de notre pays qui entrent en ligne de compte pour le travail. Il y a pas mal de souches de la population qui ne participent pas suffisamment à l'essor national. Trois, effectivement, une immigration légale, contrôlée, est tout à fait envisageable. Mais c'est un débat dans chaque pays, ce n'est pas uniquement un débat au niveau européen, parce que là on a peu ou pas de pouvoir, c'est un débat qui se fait à l'intérieur de chaque pays. Bruno Darroux. Alors, est-ce que le paradoxe, Monsieur le Président, finalement, c'est pas qu'effectivement il y a un fort chômage structurel dans pas mal de pays à résorber, mais qu'en même temps il y a des tas d'emplois, notamment non qualifiés, qui ne trouvent pas preneurs. Et là, on a besoin de cette immigration, y compris d'ailleurs d'une immigration illégale. En fait, certains pays comme les États-Unis acceptent cet état de fait mieux en fait que les Européens. Est-ce que nous, on n'est pas dans une forme d'hypocrisie ou d'embarras par rapport à ça? Je ne sais pas si vous suivez tout ce qui se passe en États-Unis, mais le débat sur l'immigration, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Et l'immigration illégale est au cœur du débat dans la campagne présidentielle. Donc, il ne faut pas donner comme exemple les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas un exemple. Il y a maintenant un mur. Est-ce que l'Europe est un exemple? Un mur qui est en train de se faire entre le Mexique et les États-Unis, d'ailleurs. L'Europe n'est pas un exemple parce que c'est un sujet extrêmement difficile et qui est au cœur du débat de pratiquement chaque pays et au cœur du débat électoral dans chaque pays. Il n'y a pas que la Finlande, il y a aussi aux Pays-Bas, un pays que je connais mieux. C'est un débat en Allemagne avec la publication du livre du directeur de la Banque centrale. C'est un débat bien sûr en France. Donc c'est un débat partout, et pas uniquement par le biais de l'emploi ou de l'économie. C'est un aspect, mais ce n'est qu'un aspect de la vie en société de différentes cultures. On doit en tout cas s'habituer en Europe à vivre ensemble avec différentes cultures. On vit dans une société multiculturelle, mais il ne peut y avoir qu'une civilisation, un état de droit, une démocratie politique, la séparation entre l'Église et l'État, l'égalité des sexes. Ça, ce sont des éléments de civilisation. Il ne peut y avoir qu'une civilisation. On doit la respecter. Une civilisation européenne. Il peut y avoir, n'importe le nom, une civilisation. Et il peut y avoir, bien sûr, différentes cultures, différentes religions. On est bien placé aussi en Europe d'en parler. Pourquoi? On est 23
langues dans l'Union européenne qui doivent vivre ensemble. Petite parenthèse, M. Van Rompuy, vous avez toujours été contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Vous avez changé d'avis sur cette question? Moi, je suis président du Conseil européen. Je ne suis plus Herman Van Rompuy. Et donc, il y a une décision. Je suis Herman Van Rompuy pour ma famille, pour mes amis, etc. Mais je parle maintenant en tant que président du Conseil européen. Moi, je dois respecter les décisions de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En 1999, 99, comme disent les Français, en 1999, on a décidé d'accepter la Turquie comme candidat membre. On a commencé les négociations 6 ans après, ce qui est rare aussi, en 2005 ou en 2006. Les négociations se déroulent d'une façon très lentement même, très lentement, à cause de différents problèmes, et pas uniquement des problèmes de principe. Il y a aussi le problème de Chypre, bien sûr. D'accord, mais sur le fond, la Turquie, brièvement, elle a sa place dans l'Union européenne, vous pensez, à terme? Là, les négociations nous montreront... Je dis simplement ceci. En 1999, quand on a pris la décision d'accepter la Turquie comme candidat membre, on a pris une décision au niveau des principes extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a dit, un pays n'appartenant pas géographiquement, sauf une petite partie, au continent européen, peut être un membre de l'Union européenne. Sur le niveau des principes, c'est une décision extrêmement importante. Dans quel sens? Dans quel sens important? Parce que souvent on dit qu'il faut des limites, des frontières à l'Europe, des frontières géographiques. Oui. En 1999, on a dit non, il ne faut pas. Alors c'était une erreur ou c'était un bienfait? Pour moi, c'est un constat. C'est un constat du président du Conseil européen. Alors, je voudrais poser une question sur l'image que l'Europe donne d'elle-même. Avant de parler de questions économiques, il y en a beaucoup. En tout cas, d'un point de vue des institutions, vues à travers les yeux d'un Européen, c'est parfois très complexe, parfois confus, parfois illisible. Il y a Mme Ashton, on en a parlé, qui est haut représentant de la diplomatie. Vous êtes président du Conseil européen. Il y a des conseils des ministres où il y a aussi des commissaires européens qui ont en charge des compétences internationales. Comment s'y retrouver dans tout ça et comment est-ce que faire... Oui, c'est mission impossible ce que vous faites. Oui, mais vous venez d'un pays centralisé, un petit peu jacobin, homogène sur le plan culturel. Moi, je viens d'un pays avec 7 assemblées. Le traité de Lisbonne doit être approuvé par 7 assemblées, par combien de gouvernements et tout ça. En Allemagne... Donc pour vous, l'Europe, c'est... En Allemagne, c'est un système fédéral, c'est un système compliqué, je peux vous l'assurer. C'est un système... Quand on parle d'asile et d'immigration, il y a pas mal de compétences qui sont chez les États membres, les Länder, pour ainsi dire. Quand on parle de l'enseignement... Pour moi, l'Europe n'est pas plus compliquée que mon propre pays et certains autres pays fédéraux. Mais il n'y a que pour les Français jacobins et centralisateurs que c'est une aberration. Pour vous, c'est plus dur. Pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan institutionnel, bien sûr. Mais en fait, vous présidez un club des chefs d'État et de gouvernement qui défendent encore très souvent, évidemment, leurs intérêts. Oui, mais on se met d'accord. Figurez-vous, on se met d'accord de temps à autre. Ouais. Chaque Conseil européen se solde par des accords avec 27. Quand je commence la réunion et je regarde autour de la table, on a 27, on se dit, mais comment est-ce possible qu'on trouvera encore une solution? Et ça se fait. Vous pensez qu'un jour votre successeur sera élu au suffrage universel? Je crois que c'est une question délicate aussi pour quelqu'un d'un petit pays. Pourquoi? Et ce ne sera pas mon cas. Donc, j'ai dit votre successeur, mais lointain. Oui, c'est très lointain même. Parce que quelqu'un d'un grand pays aura inévitablement un avantage énorme. Un avantage énorme. Donc je crois que pour avoir la cohérence dans l'Union, et le président du Conseil n'est pas un chef d'État, mais s'il est élu directement, eh bien, je crois que les petits pays en souffriraient. Donc je crois que si on choisit le président du Conseil, ça doit être fait de la façon dont on le fait maintenant. Il se peut, dans l'avenir, avec une légitimité plus grande par rapport au Parlement européen. Mais ça, c'est autre chose. En tout cas, vous aurez fait, comme on dit, essuyer les plâtres d'une fonction... compliqué. Je n'ai que 27 électeurs, c'est peu. C'est vrai. Non, mais justement, pour rester là, en attendant peut-être que ce dont on parle se réalise, est-ce que l'Europe, quand même, parfois, n'a pas le génie d'inventer des systèmes qui n'existent nulle part ailleurs pendant un mandat de 2 ans et demi?
Pourquoi un mandat de 2 ans et demi? C'est vrai, beaucoup de gens se disent pourquoi ça n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'on n'aimait pas la fonction. Oui, il y avait des résistances, bien sûr. On croyait que ce poste-là pourrait être occupé par quelqu'un qui occuperait, disons, la scène et qui dominerait la scène. Et c'est pour ça qu'on a bien circonscrit, disons, les compétences du président du Conseil. On lui a donné un mandat de 2 ans et demi pour qu'il ne soit pas trop puissant. Non, ça a été, disons, Donc à vous êtes l'origine. conscient que vous ne devez pas faire trop d'ombre à Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, David Cameron Eh bien, si on choisit quelqu'un qui occuperait la scène, et qui avec un très grand charisme. Moi, on sous-estime mon charisme, je trouve. mais disons qu'il y avait quelqu'un qui avait un rayonnement qui est... Oui. On avait parlé de Tony Blair, par exemple. Il ne pourrait pas fonctionner. Parce que pour cette fonction, on a besoin de quelqu'un qui, il se peut qu'il ait plus de visibilité que moi et encore plus de charisme, ça se peut. Mais disons que ça doit être quelqu'un qui cherche le consensus, qui cherche l'accord. Et l'accord ne peut pas se faire si on met trop en avance, en public, ses propres convictions. On peut avoir ses propres convictions, personnellement, bien sûr, mais pas sur la scène publique. Sinon, on rend les choses difficiles ou impossibles. Alors, Monsieur le Président, malheureusement, à nouveau, le temps passe. Et un des grands dossiers qui vous a beaucoup occupé ces derniers mois, c'est la crise financière européenne. On a parlé de la Grèce. Vous êtes beaucoup occupé du sauvetage de la Grèce. Ensuite, l'Irlande, aujourd'hui, le Portugal. La Grèce, on n'y revient plus puisque vous y étiez cette semaine et vous avez salué, je crois, un plan courageux de réforme et de privatisation. Il faut continuer. Oui, peut-être une question sur la Grèce. Sur la Grèce, juste, en ce moment, une grosse inquiétude, c'est la question de la restructuration de la dette grecque. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il n'y aura pas de restructuration de la dette grecque et que personne dans les institutions européennes et dans les capitales européennes ne travaille sur ce sujet? Oui. D'abord, moi, je déplore qu'on en parle tellement. Parce qu'on rend la chose, pour les opérations difficiles que doivent mener le gouvernement grec, encore plus difficiles qu'ils le sont déjà. Donc, un exercice de discrétion de tous côtés serait vraiment la bienvenue. Vraiment la bienvenue. Deuxième chose, c'est que moi, je suis persuadé, et vraiment persuadé, que d'abord, le gouvernement grec fait des efforts gigantesques. Il a fait en une année, en fait, le double que moi j'ai fait en tant que ministre du budget. C'était même considéré comme un effort extrêmement important. Ils ont fait un effort de 6 points du PIB en une année. Et il faut continuer avec ces efforts-là. Est-ce que tout ça est faisable? Je donne l'exemple de la Belgique. Moi, j'ai commencé avec une dette publique de 135% du PIB. Là, les Grecs ne sont pas encore à ce point-là. 135%. Ils sont plus hauts. Ils sont dans les environs. Ils sont à peu près dans... On avait un déficit à ce moment-là de 7,5 points du PIB. En 6 ans, on a réussi à diminuer une grande partie de ce niveau de dette et on a éliminé le déficit. Est-ce qu'à un moment donné, on a posé la question si la Belgique ne pouvait pas refinancer cette dette? Est-ce qu'on a eu des doutes là-dessus? Non. Mais on nous a donné du temps. On ne donne pas suffisamment du temps à ces pays en difficulté. Et ça, c'est un point essentiel dans tout cela. Après 2-3 mois de programme grec, on disait ça, les Grecs ne s'en sortiront pas, ils feront restructurer et tout ça. Ma toute dernière observation est celle-ci. On parle d'une façon assez légère de la restructuration. Mais quand on voit toutes les conséquences, toutes les ramifications, bien, je veux vous dire, les conséquences négatives sont beaucoup plus importantes que des conséquences positives. Et donc le bilan d'une restructuration, ça peut être même un bilan catastrophique. Catastrophique. Donc ce sujet de restructuration n'est pas sur la table. On peut en causer, mais tous ceux qui l'étudient d'une façon sérieuse seront beaucoup plus prudents dans ces déclarations publiques. Une question sur le Portugal. L'Union européenne a annoncé une aide d'environ 80 milliards, mais sous condition d'un nouveau plan de rigueur. Donc là aussi, austérité pour la population. Qu'est-ce qui se passe si les partis politiques portugais refusent cette nouvelle cure d'austérité, comme, semble-t-il, ils en auraient l'intention? Non, je crois que et le gouvernement sortant et l'opposition se sont mis d'accord, et même avant la crise politique, sur les objectifs. Mais là, justement, il y a la crise, donc ils sont en campagne électorale, ça va peut-être changer la donne.
Oui. C'est-à-dire, ça rend les choses plus compliquées. Beaucoup plus compliquées. Est-ce que c'est faisable? Oui, parce qu'ils ont la responsabilité. Ils doivent le faire. Il s'agit de l'avenir de leur propre pays, pas uniquement de leur propre parti. S'ils ne le font pas, le Portugal peut être en faillite. Je n'ouvre pas la possibilité ou l'hypothèse qu'ils ne le font pas. Ils doivent le faire. C'est si simple que ça. Alors, malheureusement, encore une fois, il y a quelques jours, le FMI s'est dit inquiet de la solidité de certaines banques européennes. Est-ce que vous partagez cette inquiétude? Il va y avoir des tests de résistance des banques, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas éviter que certaines banques européennes fusionnent, disparaissent. On va vers un grand... Oui, mais... Est-ce que ça vous inquiète, cette situation des banques européennes? Je crois qu'on fait une bonne initiative avec ce qu'on appelle des stress tests, des tests de résistance. Oui. Et il faut qu'on en tire toutes les conséquences. C'est-à-dire que s'il y a récapitalisation qui doit se faire, et elle devra se faire, eh bien, c'est en premier lieu, bien sûr, le secteur privé qui fournira les fonds nécessaires. Dans certains cas, ça nécessitera ou ça pourrait nécessiter une intervention des pouvoirs publics. Mais je crois que ces tests-là... En particulier en Espagne, d'ailleurs, où il y a beaucoup de banques exposées. Oui. Ils ont déjà fait des stress tests, ils ont fait des calculs, ils ont pris des mesures déjà. Les nouveaux stress tests, on va voir s'ils confirment ou ne confirment pas les stress tests qu'a fait la Banque d'Espagne. Mais en fait, moi je dis, ces tests de résistance sont des tests importants. Et si on découle un apport en capital, il n'y a rien de dramatique, il faudra le faire. Clément Lacombe? L'année dernière, il y avait déjà eu des stress tests au niveau européen. On a vu que ça n'a pas empêché la crise irlandaise, ça n'a pas empêché les banques irlandaises de sombrer. Ouais. Pourquoi est-ce que cela serait plus pertinent, plus transparent? Parce qu'on a tiré toutes les leçons de l'année passée. Je ne crois pas que l'année passée, on a fait des stress tests un petit peu, si je peux m'exprimer ainsi, à l'improviste. Maintenant, on a une nouvelle association qui s'en occupe. On prend des hypothèses beaucoup plus dures. Ce sont des tests beaucoup plus crédibles. Et il faut qu'ils soient crédibles. Il faut qu'ils soient crédibles. Mais donc, on a tiré toutes les leçons de l'expérience de l'année passée. Monsieur le Président, il nous reste 1 minute. Je voudrais vous poser une question sur l'euro. Dans cette crise économique, financière, sociale, il y a parfois des tentations dans certains pays de dire c'est la faute à l'euro. Et même certains annoncent qu'ils veulent abandonner l'euro et revenir aux monnaies nationales. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui pourraient tenter de suivre les partisans dans l'abandon de l'euro? Bien, sans l'euro, on ne serait pas sorti de la crise financière. La crise financière a prouvé que l'euro est une zone de stabilité tout à fait nécessaire. Sans l'euro, on aurait vécu les dévaluations compétitives des années 30. Et on a su maintenir cette zone de stabilité monétaire en Europe qu'est la zone euro. Et donc, je crois que l'expérience a montré toute l'utilité de l'euro. Voilà, mais le temps passe décidément trop vite pour ces sujets européens si nombreux. Merci en tout cas. Moi, je t'ai pris à comprendre. Mais c'est bon signe, c'est bon signe. Merci en tout cas d'avoir été notre invité. Merci à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Au revoir et merci. Et merci au Parlement européen.